Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans On libère l'écho, une émission d'économie 100% zéro gauchisme, vous ferez le calcul. Et c'est une émission dans laquelle vous ne nous entendrez jamais dire ça ne me gênerait pas de payer des impôts si l'argent était bien utilisé. Salut Victor, salut Alex, est-ce que ça va? Salut à vous les Victor. Salut, la forme. Qu'est-ce que ça vous fait d'être des fachos les gars? On rentre dans le dur déjà. On a fait une vidéo sur le sujet, je crois que c'est on est arrivé à la conclusion qu'on était assez fiers, que quelqu'un écrive un article sur nous pour nous traiter de fascistes, parce que c'est un peu un signe de réussite. Si personne t'a traité de facho ou d'extrême droite, c'est que t'es un loser et que tout le monde t'ignore. On n'est pas encore à ton Mhm. niveau, on n'a pas encore de page, PolyWiki là, donc on Ça va espère que c'est venir. la prochaine étape. Voilà, on à toute la gauche, s'il vous plaît, offrez-nous cette médaille. Mais oui, ce serait quand même pas mal. Ça vous dit qu'on regarde un petit peu votre article et puis l'auteur, ça pourrait être sympa comme ça. On regarde un petit L'autrice. peu. Oui, l'autrice, pardon, l'auteur.e. C'est parce que j'avais mis un petit point comme ça. Tac. Alors, tiens, je me souviens plus de comment ça marche le partage. Tu peux faire ton onglet ou tu peux, Ah oui, c'est ça. faire tout C'est l'écran. ça, d'accord. Donc, on va se mettre ici. Voilà. Donc là, tu découvres en live toi aussi ou t'as quand même, tu juste regardé un petit peu la vidéo? J'ai pas lu cet article et donc je me réjouis de le parcourir avec vous. Donc le contexte, c'est que il y a une journaliste qui vous a contacté, c'est ça? Qui vous a contacté en vous disant je vais faire un papier sur vous. Elle vous a posé des questions ou pas tellement? Si, quelques-unes, pour savoir un petit peu notre orientation, politique. En fait, elle avait surtout envie, via ces questions, de nous rattacher à un parti politique, D'accord? heu et de savoir un peu quel était notre combat et puis, on lui avait expliqué qu'on nous, on s'identifiait dans aucun, parti socialiste de France, heu et qu'on on a j'ai pas envie de dire qu'on attendait que ça arrive un jour, mais on a peu d'espoir là-dedans et que nous, en attendant ça, on fait notre combat politique, de notre côté sur les réseaux, sur YouTube et on essaye de libéraliser la France, avec ce type d'émission aussi. Ouais, et le peu de choses qu'on a rattachées à de la politique existante, c'est qu'on a dit que, en l'occurrence, Sarah Knafo et David Lisnard semblaient les personnes les plus libérales de France, mais qu'on avait peu d'espoir en eux parce qu'ils s'inscrivaient dans un système pourri de toute façon, mais qu'on pouvait au moins saluer la démarche, quoi. Mais ça doit être gênant pour eux en fait de classer des libéraux parce que ça rentre pas du tout dans leur matrice politicienne et vous en avez parlé dans le retour que vous avez fait sur YouTube là-dessus. Mais pour moi, vraiment, on est le contraire du fascisme. Et ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle avec les restrictions de liberté, avec les attaques contre la propriété privée, par exemple l'explosion de la taxe foncière, l'explosion des obligations, le fait que l'État pense de plus en plus à un système d'allocation sociale unique pour que tu puisses être rattaché à l'État, ça ressemble beaucoup plus à du fascisme avec une pensée unique, avec un État qui s'immisce dans les comportements privés. Parce qu'il y a ça aussi derrière, le fait que les gens soient dans un stress perpétuel parce qu'ils n'ont pas rempli le bon formulaire, parce qu'ils ont mis des nouvelles fenêtres chez eux. Il y a vraiment l'État qui met le pied dans la porte chez toi et qui essaie de dicter tes comportements publics, mais aussi privés. Donc c'est ça le fascisme. Et nous, j'ai l'impression qu'on est vraiment des soldats qui nous battons contre le fascisme. Mmh. Ouais, quand c'est pas, tous les messages, qu'ils obligent à mettre à la télé en permanence sur, genre au début, tu sais, tu peux dire: «Oui, bon, ça part d'une bonne intention, c'est, manger, bouger, mangez vos 5 fruits et légumes, faites vos 50 pas de la journée, signez votre propre papier pour sortir dehors». Heu, bon, j'en passe, mais il y en a tellement aujourd'hui et on se faisait aussi la réflexion avec Alexandre, par exemple, les pubs même qui ont même plus le droit de mentionner un moteur thermique, ce genre de choses. Genre, en fait, c'est tout le temps, partout. Genre, en fait, il y a plus rien, que tu n'écoutes ou que tu vois dans la rue, partout, qui n'est pas un moment contrôlé par l'État. Il te dit pas: «Tu dois le faire de cette manière» et c'est usant et le problème, c'est qu'en plus, quand tu deviens comme nous et que tu commences à en être conscient, à t'entraîner à le voir, c'est épuisant. Parce qu'en fait, tu deviens fou, tu le vois partout. Mais oui, mais il est partout. Il est partout ce bâtard d'État. Ouais, ouais, et par rapport à ça, il y en a, bon, enfin,
Après, il y a le problème, c'est que ça crée aussi un penchant. C'est qu'après avoir vu ça, il y en a qui vrillent complètement et qui tournent quasiment, bah, ce qu'on va appeler, complotistes. C'est qu'en plus après, c'est la porte ouverte à des comportements où tu bascules vraiment à l'autre extrême et où tu, commences à remettre tout en question, la gravité, la terre est plate et ça peut aller très loin. Parce qu'en fait, tu te dis: «Mais Mmh. attends, mais on me ment partout. À chaque fois que j'ouvre la télé, c'est des mensonges, je me rends compte que ça c'est faux et c'est qu'en plus ça dessert les gens même dans ce sens-là. Donc en plus, faut faire un travail quand Mmh. même, intellectuel de, trier le vrai du faux en permanence et en fait, c'est juste crevant. À la fin, tu as envie de te dire: «Bon allez, Ouais. allez tous vous faire foutre, j'en ai ras le bol». Vous êtes l'empire du mensonge. Il y a donc Ouais. on va se plonger un peu dans l'article parce que c'est intéressant, mais avant ça, il y a une question que je me pose, c'est quelle est la démarche d'une personne comme ça? Parce que si on décrit notre démarche à nous, donc on vit dans un monde où, on sent l'impact négatif de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un méchant avec un impact concret sur nous. Toutes les fois qu'on a une nouvelle règle, une nouvelle obligation, un nouvel impôt, on a en face de nous un ennemi réel. Et donc là, vous avez quelqu'un qui se lance dans la démarche d'écriture d'un article. Il y a quand même une dénonciation. Ils essaient de vous associer à quelque chose de mauvais, à quelque chose de dangereux. Pourquoi il y a ce besoin de faire ça et de créer un ennemi qui n'existe pas? Bah, pour moi, Elle est sincère, elle a peur ou enfin est-ce que je comprends bah, pas? déjà, faut savoir que cette madame se définit comme, marxiste ou post-marxiste écologiste. Mmh. Donc déjà, je suis vraiment sincèrement désolé pour elle, mais c'est une maladie qui est très difficile à curer. On s'en détache très, très difficilement. Il y a pas encore de vaccin. Il y a peut-être un vaccin, c'est les livres de Bastia à la limite, dont on parlera après. Mmh. Mais en plus, à petite dose, ça fait jamais trop de mal. Donc déjà, faut quand même partir de là où elle est, c'est-à-dire, très loin. Ensuite, pour moi, c'est vraiment la stratégie, girardienne là du bouc émissaire. C'est-à-dire, en fait, il faut agiter un bouc émissaire pour que tout le monde se mette derrière et en fait, ça fait du bien d'avoir un bouc émissaire, d'identifier le problème et en fait, nous, on sait le problème, c'est l'État et l'avantage, c'est que l'État, c'est personne. Donc nous, on fait pas c'est pas une stratégie de bouc émissaire bête et méchante où on se dit: «Tiens, on va couper la tête d'un tel et ça va aller mieux». C'est que nous, l'État, c'est une structure et on veut juste, l'abolir ou au moins la réduire au maximum. Elle, en fait, ce dont elle se rend pas compte, c'est qu'elle a la même stratégie que le RN, où eux, ils voient un arabe, un problème. Elle, elle voit un libertarien, un problème. C'est-à-dire toute personne qui va à l'encontre de ses idées, c'est un problème. Et donc, sa stratégie, bah, grosso modo, c'est d'essayer de nous associer à des idées puantes pour en faire un bouc émissaire, que tout le monde pointe du doigt, parce qu'elle se rend compte quand même que le pays part en déliquescence, et que en fait, bah, quand tout tombera, faut bien qu'il y ait un bouc émissaire à qui on va couper la tête. Et elle, son objectif, c'est de nous couper la tête à nous, pas tant les riches, visiblement. Elle, par rapport au reste de la gauche, elle tape moins sur les riches. C'est vraiment les crypto bros libertariens. Bon, elle a pas compris qu'on n'était pas des crypto bros, mais elle a déjà compris qu'on était libertariens et bitcoiners au moins. Mmh. Ouais, mais alors, en fait, c'est ce qui est vachement dur, c'est que son propos, il est tellement, incohérent, que c'est dur Ouais. de vraiment lui de dire contre quoi elle est, parce que justement, elle arrive à mettre, libertarien et fasciste dans la même, case, dans la même définition et les 2 termes sont tellement antinomiques que, bah, de dire, en fait, contre quoi elle est, c'est dur. En fait, on dirait qu'elle est contre, tout ce qui n'est pas, dans la continuité du statu quo. Dès qu'on remet en question quelque Absolument. chose, qu'on se pose, des questions sur un système actuel qui serait un peu défaillant, très défaillant, et qui mène à des problèmes, des instabilités, de la bah, même de la tristesse, en fait, profonde dans le peuple français et ben elle l'accepte pas, en fait, et c'est très bizarre parce qu'en même temps, quand tu es marxiste, normalement, tu es dans une sorte de réaction et de critique permanente de tout ce qu'il y a et au final, je sais pas par quel miracle, mais le gouvernement français et la République a réussi à les inclure dans le système et avoir un système réactionnaire constant, mais qui ne réagit pas sur lui-même, qui réagit Mmh. que sur ce qu'il y a à l'extérieur et je sincèrement, c'est un tour de passe-passe que je trouve incroyable, ta question, en fait, elle m'a dérouté aussi parce que je me dis: «Mais en fait, comment c'est possible?» et Mais oui. j'arrive très dur à comprendre, en fait. Parce que de toute façon, je crois pas que les gens soient insincères
Je pense qu'elle considère que vous êtes dangereux, mais je comprends pas exactement quelle est la nature du danger parce que en plus elle est même pas tellement subventionnée par l'État. Elle est subventionnée apparemment par des milliardaires ou des trucs comme ça, par l'Open Society ou des choses de ce type-là. Donc je comprends pas bien. Donc la France est un socialistan. Sur YouTube, la sphère crypto française ouvre grand les portes à l'extrême droite. Alors déjà, socialistan, oui, mais quel rapport bon sang avec l'extrême droite, quoi? Quel rapport avec l'extrême droite? Qu'est-ce que ça veut dire ça? On ouvre les portes à l'extrême droite comme si on avait un agenda avec le RN, alors qu'on n'arrête pas de mettre des torgnoles à Jean-Philippe Tanguy et la justice fiscale. Donc je ne comprends pas le rapport. Apologie des libertés, de la souveraineté individuelle, critique féroce de l'impôt, mais aussi masculinisme et darwinisme social en ligne. Une partie de la sphère crypto française recycle les discours de l'extrême droite et n'hésite pas à donner la parole à certains de ses porte-paroles les plus enragés. Alors, il y a plusieurs choses que je trouve assez embêtantes ici. Déjà, je pense pas que le terme d'apologie soit neutre. Le fait d'associer apologie, tu sais, comme apologie du crime, apologie du négationnisme ou je sais pas quoi, apologie des libertés de la souveraineté individuelle. C'est intéressant, ça. Il y aurait une piste d'interdiction, là. On devrait commencer à criminaliser l'apologie des libertés individuelles. Et après, je pense qu'elle a essayé de vous refourguer les choses qui font le plus peur, à savoir masculinisme et darwinisme social. Il manque plus qu'islamophobie. Donc là, on voit bien l'objectif, c'est de faire peur. Et recycle les discours de l'extrême droite. Et là, pour le coup, je serais fâché, je serais indigné qu'on fasse passer notre pensée, enfin votre pensée, qui est quand même assez originale, assez révolutionnaire au sein de la création de contenu, comme un vulgaire recyclage des discours d'extrême droite. Là, je serais fâché, les gars. Là, je lui mettrais un taquet. Bah, Ouais, déjà, alors, si ça peut te rassurer, après, elle nous traite de racistes sans aucun argumentaire, mais elle le met quand même, hein. Donc, on l'a eu, et on a eu aussi climato-sceptique, parce que sinon, le on bingo le n'est pas mérite. complet. Celui-ci, on le mérite. Bon, celui-là, à la limite, on peut le mériter, mais raciste, bon, ça se discute quand même, hein. Moi, il y a quand même un truc, hein, c'est que c'est la première phrase, il y a déjà une faute. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est porte-parole le plus enragé. Bon, c'est les porte-paroles les plus enragés, je suppose. Bah, Mais au moins, elle bref. n'utilise pas de chat GPT, tu vois. C'est tout à son honneur. Non, mais Ah, ça, parce c'est que ce qui est très drôle, c'est qu'il manque souvent des mots à chaque phrase et que un de nos invités, elle a pas été foutue de bien écrire son nom. Donc ça a quand même été écrit avec le cul. C'est que déjà que le fond est pourri, mais la forme, elle est quand même assez catastrophique. et Et vas-y. non, non, mais c'était juste, en vrai, c'est vrai que tu mets l'accent sur le fait qu'elle parle de l'apologie des libertés de la souveraineté individuelle. Donc, elle classe ça comme étant quelque chose de profondément mauvais. Donc, si tu dis ça, c'est mauvais, donc j'imagine le contraire, ça doit être bon. Mais le contraire de la liberté de la souveraineté individuelle, c'est quoi? C'est l'esclavage et le collectivisme forcé Ouais, sur la population. Donc, ça donc en c'est fait, bien. on s'est trompé de combat, on devrait être pour l'esclavagisme. Bah oui. Je comprends pas trop. Et critique féroce de l'impôt, donc ouais, il faudrait en augmenter. Genre, si vraiment tu dis tout ça, c'est mauvais, en fait, il faudrait réécrire le même article et dire voilà, maintenant, fais comme si c'était elle qui l'écrivait et tu inverses à peu près tout parce que vu que tout ça, normalement, c'est mauvais, elle doit être pour l'inverse. Et on demande à ChatGPT de le faire et je pense que l'article, ça sort direct de Mein Kampf ou d'un autre dictateur. Et pour en revenir sur Mein Kampf, genre, j'ai l'impression que tout vient un petit peu de là. Tu me demandais en fait comment elle, d'où ça part tout ça et comment elle arrive à regrouper toutes ces idées qui ont l'air totalement incohérentes. Et j'ai l'impression que ça revient très souvent au final au nazisme, qui en fait, il y a eu un travail de fou qui a été réalisé par la gauche après, où ils ont réussi à associer nazisme avec liberté et capitalisme. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu regardes les 2 premières lignes là de l'article, en fait, elle est clairement en train de réciter, ce que récite n'importe quel gauchiste sur sa conception du nazisme. Que c'était un parti, quasiment libertarien, pro-capitaliste, pour les riches, eugéniste, raciste. En fait, c'est comme ça qu'elle nous décrit. Bon, elle a réussi à mettre des choses, et ouais.
c'est totalement incohérent et c'est l'incohérence qu'il y a à peu près depuis, la fin de la guerre mondiale. Il y a un point qui est important dans ce que tu dis pour nous, je pense, c'est qu'effectivement, quand on lit ces discours-là, il y a plein de mots zombies, des mots qui ont été tellement répétés qu'ils ont perdu leur force. Et je pense que c'est important qu'on fasse attention à ça dans les mots qu'on utilise. Donc, on essaie en général de se renouveler, mais la démarche qu'on est en train de faire, de relire des classiques et de nourrir notre pensée, c'est très important pour pas devenir des perroquets comme ça qui enfilent les perles et qui enfilent des concepts morts. Donc, c'est un très bon exemple de ce qu'il faut jamais faire, ce qu'elle fait dans cet article. Alors ça m'intéresse. Je voudrais bien qu'on regarde le fond de sa pensée, parce que le côté essayer de vous associer à ces dangereux nazis du bunker, c'est quand même pas très sympa. On embrasse le bunker, évidemment. Mais donc, ce qu'ils nous disent, c'était, je crois, ici, au sein de cet écosystème, ce n'est pas tant la solidité doctrinale qui compte que la circulation d'un certain logiciel de pensée, la haine de l'État et de la redistribution, l'individualisme radical, la rhétorique anti-woke masculiniste. Donc là, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que elle est en train de faire comme si on était comme eux. Comme si on était juste des perroquets qui répétaient des concepts qui n'avaient pas de sens, comme si on n'avait aucune solidité doctrinale, alors que j'ai justement l'impression que dans l'écosystème de la création de contenu, on passe quand même pas mal de temps à essayer d'adosser notre discours à des chiffres et à la réalité. Et donc dire comme ça qu'on essaie juste de faire circuler des mots valises comme si là il n'y avait pas un lien entre la haine de l'État, la redistribution, l'individualiste radical, comme si là tu n'avais pas une colonne vertébrale doctrinale qui est solide, c'est ou alors elle comprend pas quand on parle. Je pense qu'il y a de ça, hein. Moi, je pense sincèrement que c'est foncièrement quelqu'un qui est pas forcément de bon, il y a quand même une forme de mauvaise foi parce que des fois elle abuse, mais je pense qu'en fait elle a pas un logiciel qui est capable de d'intégrer ces concepts et pour elle, en fait, tirer le fil rouge de tout ça, c'est juste impossible. C'est hors logiciel, il y a un bug, vraiment là, elle est sur l'écran bleu Windows en permanence. Elle se dit: «Mais Mmh. qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Et du coup, forcément, après, elle va être capable de relier ça à, alors une rhétorique anti-woke et masculiniste. Déjà, il y a beaucoup moins de liens parce que là, elle confond, le spectre politique et économique du libertarianisme et la tranche conservatrice et progressiste. Et ça, on en a souvent parlé, et toi également. On peut être libertarien progressiste et libertarien conservateur. Il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Euh, et surtout, bah, quand elle va après essayer de rattacher ça à des termes comme, alors on l'a passé, mais au-dessus, voilà, elle nous traitait de raciste, de climato-sceptique, etc. Ben non, en fait, c'est qu'après elle essaye de d'inclure en fait, elle comprend tellement pas les concepts sous-jacents, c'est que pour elle, tu es forcément libertarien, et climato-sceptique et raciste et cetera. Alors que non, pas du tout, je connais plein de libertariens écologistes, malheureusement, de libertariens qui ne sont pas racistes et certains qui le sont également. Et en fait, c'est pas un espèce de truc uniforme où on a une pensée unique. Et justement, je trouve que c'est ce qui est assez beau dans notre idéologie, c'est qu'il y a une pluralité des opinions qui est assez forte, mais que notre logiciel, par définition, respecte l'opinion de tout le monde. Ce qui est l'inverse de leur logiciel. Eux, ils ont un logiciel commun, et dès que tu sors un tout petit peu de cette idéologie, tu es banni. Voilà, si tu es écologiste, tu dois être marxiste. Si tu es marxiste, tu dois être écologiste. Tu dois être antiraciste. Tu dois être islamo-gauchiste. Et en fait, si tu ne coches pas une des cases, tu te fais littéralement bannir de leur camp. Et elle ne Mmh. comprend pas que chez nous, c'est pas la même chose. Ouais, bien qu'on peut avoir aussi des tendances, nous, à partir aussi dans cette direction. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a une sorte quand même de tribalisme qui se crée où, tu as souvent tendance, bah, à vouloir recréer des groupes et quand en permanence tu as, on va dire un ennemi qui prend vie et qui insulte tout le monde sur la place publique. Même si à côté de toi, bah, justement, je sais pas, tu as un autre nazi qui se fait insulter et bah, tu te dis: «Ouais, bah, tiens, on va peut-être être potes pour la journée, parce Ouais. qu'au final, j'en peux vraiment plus de celle-là», tu vois? Et ça fait des à la fin peut-être des alliances,
faciles à faire qui devraient pas être nécessaires, tu vois? Et c'est Ouais. c'est pour ça qu'en fait, on doit toujours rester un peu sur nos gardes parce qu'en fait, tu te retrouves vite à avoir un autre socialiste, dans ton groupe, qui a des idées aussi pourries que les leurs et qui te parasite. Ouais. Oui, donc moi un point que je trouve, important dans cette histoire, c'est effectivement ce que tu dis, c'est que tout ce qui est, anti-woke et masculinisme et ce genre de choses, j'ai l'impression que c'est à peu près 5 de notre contenu et même peut-être, 2 de notre contenu et c'est du contenu qui est ajouté à la marge simplement parce qu'on n'aime pas qu'on nous casse les pieds. C'est plus en rapport avec la liberté, avec le fait qu'on pourrait avoir le droit de dire, la plupart de ces choses qu'avec le fait qu'on serait, enfin, tu vois, moi, je consacrerais 0% de mon temps à lire un auteur masculiniste ou à aller à un rendez-vous de masculiniste ou ce genre de choses. J'en ai à peu près rien à battre, en fait. J'ai juste envie de pouvoir dire ce que je veux sur certains sujets. Quand je vois l'article qui a été fait sur moi, là, sur PolyWiki, et que je vois, t'as un onglet femmes, et dans l'onglet femmes, ils ont marqué cuisine, tu vois, ça me fait marrer. Parce que tu vois, la position de Victor sur les femmes, c'est cuisine. C'est quand même hyper marrant, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à taquiner de ce point de vue-là. Mais le point, c'est juste on n'aime pas qu'on nous casse les pieds. Et on a envie de pouvoir dire les choses qu'on a envie de dire sans qu'on nous enquiquine. Mais ça ne correspond qu'à peu près 1, 2 ou 3% de nos combats. C'est vraiment à la marge. Mais elle a besoin de faire ça, de faire monter ça en épingle. Et c'est là qu'est la diversion. C'est que le jeu politique français, c'est ça. C'est la LFI qui fait semblant d'être à l'extrême gauche parce que ils mettent des petits drapeaux palestiniens. À droite, t'as le RN qui fait semblant d'être hyper à droite parce qu'ils agitent des petits drapeaux français. Mais l'éléphant dans la pièce, c'est l'économie. C'est la Mmh. réalité du fait que taxer autant, c'est pas anodin au niveau du système économique qu'on construit. Mais ça, pouf, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Ouais, Mmh. et puis pour, compléter sur ton PolyWiki, moi, il y a une phrase, il y a un truc qui m'a fait super rire. C'est, il t'associe à Reconquête parce que dans un live et c'est comme ça qu'il le justifie, parce que dans un live, tu aurais liké un tweet de Zemmour. C'est c'est quand même fou de se dire, bah, ce mec, il est Reconquête parce qu'une fois, il a liké un tweet. C'est du Ouais. délire. On dirait que tu as ta carte d'électeur et que tu participes à leur truc d'été là, n'importe quoi. C'est fou. Je voudrais commencer à amorcer la transition vers la seconde news à laquelle je voudrais vous faire réagir. Et vous allez voir que c'est lié. C'est honnêtement de 1 à 10, à quel point vous avez eu peur pour votre image et pour votre business quand cet article est sorti. Honnêtement. Ouais, pareil, quasiment rien en fait. Ouais, Genre en fait, zéro, Ok. entre 0 et 1. ouais, je pense que dans le passé, j'aurais pu imaginer une situation comme ça et ça m'aurait fait peur. Mais en fait, comme on a progressé progressivement, voilà, dans cette mouvance, fasciste, aujourd'hui, on l'accepte, à bras-le-corps et mais oui, aujourd'hui, c'est plus, vraiment un peu comme recevoir une médaille. C'est de se dire: «Bon OK, je suis mis dans la même, catégorie que tous les grands hommes que j'apprécie, qu'on traite de fascistes». Je me dis: «Bon, bah, voilà, c'est le prix à payer et je l'accepte». Parfait. Bah, donc on va faire la transition avec cette nouvelle que vous avez sans doute vu passer. Vous avez, le scandale, vous avez des associations qui sont là pour scruter un petit peu, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez, ce collectif qui a tagué Leroy Merlin parce que des pubs de Leroy Merlin sont passées sur le site de Frontières. Vous avez, le député, Thomas Porte qui, a réagi à ça en disant ça va Leroy Merlin, ça vous gêne pas d'être associé aux fascistes. Et je voudrais que qu'on écoute la réaction d'un gars qui bosse chez Frontières, hein, je sais pas qui c'est, en tout cas c'est un membre important de la rédaction de Frontières. Et je pense que c'est assez important en parallèle avec l'impact que cette tentative de vous cancel a eu sur vous et l'impact que ça a sur eux. Il y a des choses à discuter au plan de l'économie, je pense. Mes chers abonnés, je me dois de vous alerter sur une menace existentielle qui pèse sur notre média. Le collectif Sleeping Giants, cette police de la pensée qui se drape dans les oripeaux de la vertu, mène une campagne
acharné pour inciter les entreprises à retirer les publicités sur notre site internet. Sous couvert de lutter contre la haine et la désinformation, ils cherchent en réalité à nous asphyxier financièrement, à nous faire taire. Mais comprenez bien la gravité de cette situation sans ces revenus publicitaires qui constituent une part vitale de notre modèle économique. Frontières risque tout simplement de fermer ses portes. Des dizaines d'employés, journalistes, monteurs, réalisateurs pourraient perdre leur emploi. C'est une attaque non seulement contre la liberté d'expression, mais contre des vies humaines, contre le pluralisme médiatique qui fait la force de notre démocratie. Cette menace contre la liberté d'expression vise à imposer un monopole idéologique où seule la bien-pensance a le droit de citer. Nous n'avons rien à nous reprocher, nous informons avec rigueur. Pourtant, ces activistes d'extrême gauche préfèrent la censure à l'argumentation. Nous ne nous laisserons pas abattre. Votre soutien est crucial. Abonnez-vous, partagez nos contenus et ensemble, défendons un espace libre où la vérité prime. Restez vigilants et unis. Merci pour votre fidélité, indéfectible. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Alors j'ai peur d'être, je sais pas comment vous allez le prendre, mais alors moi, pour moi, Frontières, et je vais reprendre une rhétorique masculiniste, ce sont des énormes cucks. Genre, en fait, pour moi, et il y a un tweet de leur patron, sur lequel j'ai pas d'avis parce que je suis pas renseigné, où il est en train de dire oui, Elon Musk, tu te rends compte, il tag Elon Musk en disant oui, tu te rends compte, regarde, on est en train d'essayer de se faire cancel, tu soutiens ça, comment on va faire? Et sincèrement, moi je vois des pleurnicheuses qui sont en train de se rendre compte que c'est un combat de tous les jours et que ça va être dur. Et en fait, là, après je connais pas l'affaire de bout en bout, mais en fait c'est de l'ordre du privé, à mon sens. C'est Leroy Merlin qui décide de ne plus diffuser auprès de, en l'occurrence, Frontières. Alors effectivement, quand l'État s'imbrique, quand il y a des députés inclus dedans, etc. Mais pour moi, ça a rien à voir, par exemple, avec, je sais pas si tu as suivi ce qui s'est passé avec La Furia, qui est dirigée, enfin, que Laurent Berton dirige, enfin, ou en tout cas est fortement impliqué, où là, il y a eu l'État qui a, sous la pression de SOS Racisme, interdit la diffusion en kiosque du journal. Et là, c'est très grave, parce que du coup, c'est déloyal via la coercition de l'État. Là, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, les mecs, arrêtez de chialer. Trouvez un autre moyen de le faire. Ok, ça fait chier parce que il y a une bataille à mener sur le plan culturel et se dire en fait vous êtes des immenses débiles de vouloir cancel Frontières pour leurs idées parce que ça se trouve en fait Leroy Merlin, leur pub marchait très bien chez eux et Leroy Merlin en fait in fine va le payer via le marché. On a bien vu, je crois que leur note Trustpilot s'est effondrée. Il y a des gens qui vont passer chez Costa Rica, Castorama et Brico Dépôt. Et c'est comme ça que ça doit se passer. J'ai envie de dire, si on commence à empêcher ce genre de phénomène, mais c'est très grave, parce que ça veut dire que dans l'autre sens, quand ça nous arrangera, on pourra plus le faire. Donc moi, je suis désolé, mais Frontières, vous êtes gays. Voilà. Ouais, je suis 100% d'accord avec Alex. C'est vrai qu'il y avait une opportunité pour moi de surfer sur la chose et de faire un mouvement publicitaire énorme et de dire bah voilà go broke, vous allez crever avec votre idéologie à la con. Et là, au final, ils jouent les victimes et ils reprennent exactement la même rhétorique que les autres. Maintenant, on a besoin, pour un peu, ils vont aller demander des subventions à l'État, quoi. Et je me dis bon bah ok, vous voulez aller dans cette direction. Pourtant, il y a pas mal de leurs contenus que je trouve intéressants, qui sont bien. À des moments, ils alertent sur des choses qui sont aussi assez graves et tout. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même au fond toujours une base socialiste et qu'il y a encore du boulot à faire, quoi. Ouais, et puis tu sais, il cite la fin. La fin, franchement, tu prends la fin, c'est une gauchiasse qui parle. Oui, qui pour le pluralisme très cher à notre démocratie, machin. Non, 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 arrête, arrête. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est pas l'État qui doit te sauver pour que tu continues à exister. Si par le marché tu n'existes plus, c'est que tu n'as pas de raison d'exister. Point. Enfin bref. La vache, les mecs, vous les avez pas loupés. Alors, je vais pas nuancer parce que je pense que c'est très bien la manière dont vous avez abordé les choses. Je donnerais juste peut-être un poil plus de contexte. Il y a eu plein de types de réactions au sein de la rédaction de Frontières et ils ont quand même pas mal embrayé sur le côté combat et sur le côté il faut sanctionner Leroy Merlin par le marché.
as eu quand même ce OK. mouvement aussi, à savoir, regardez quand même les gauchistes aux cheveux bleus, c'est pas ceux qui vont acheter des trucs pour faire du bricolage à la maison, donc vous êtes en train de vous couper de la clientèle de droite. Et tu as plein de gens qui, enfin, ils ont aussi essayé d'agiter la communauté pour que le marché, enfin, pour que ça devienne un combat, en fait, un véritable combat avec pas un arbitre qui devrait être l'État au-dessus de la tête. Mais j'avais aussi ce sentiment en l'écoutant. Le problème, et c'est là qu'il faut être effectivement peut-être sympa et tendre la main à un média comme Frontières, c'est raisonner en termes de surface d'attaque. Quelle est Mmh. la surface d'attaque du gauchisme? Moi, il y a 5 ans, on m'aurait balancé un article comme celui que j'ai dans mon PolyWiki, j'aurais flippé. Je me serais dit merde, j'aurais peut-être dû commencer à sortir les extincteurs pour dire non, non, mais en fait, c'est des propos qui sont sortis du contexte, etc. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à battre. Dans ma réaction à l'article, je dis ouais, en fait, il n'y a pas que cuisine que je pense sur les femmes, il y a aussi la théorie de la secousse. Il y a beaucoup de femmes qui feraient moins chier si elles prenaient plus souvent une bonne secousse. Enfin, tu vois, là, j'en ai absolument plus rien à battre. Pourquoi? Parce que j'ai réduit ma surface d'attaque. C'est pour ça que je vous ai demandé, quand on a regardé l'article sur vous, c'est pourquoi est-ce que vous en avez rien à battre? Parce que vous aussi, vous avez un modèle un peu de partenariat, de subvention. Vous allez faire aussi de l'affiliation avec des entreprises. Mais le truc, c'est que c'est dans un écosystème où on a des vraies relations. Et à la limite, on pourrait bosser ensemble, on pourrait créer ensemble. Donc, c'est pas juste une espèce de truc de mécénat où tu as d'un côté un gars qui a le capital et qui te donne du capital parce que toi, tu n'es pas capable de créer de la valeur. On est plus, nous, dans une logique où tu as un échange. C'est-à-dire, on est capable de créer une vraie valeur, ils sont capables de créer une vraie valeur, et on va pas commencer à se cancel parce qu'on a peur pour notre image, etc. Donc, c'est très important autour de nous de pas avoir seulement un écosystème de gens qui sont là pour l'idéologie, à savoir, ouais, tu me donnes tous les jours ma petite dose de faits divers qui conforment mon idéologie, mais c'est important d'avoir autour de nous un écosystème de gens de plus en plus souverains, de gens avec lesquels on peut faire du business, de gens avec lesquels on peut faire du partenariat, et des gens qui sont solides sur leur appui. Parce que si ton soutien, c'est Leroy Merlin, et si le CM de Leroy Merlin s'appelle Aboubacar et qu'il a envie de te cancel, etc., bah, tu te fais cancel et tu l'as dans le fion. Donc Ouais. pour moi, c'est ça vraiment la leçon qu'il faut avoir, c'est demandez-vous où que vous soyez, quelle est la solidité de votre écosystème, et est-ce que votre écosystème peut tanguer si vous vous prenez un bad buzz gauchiste, quoi. Et il y a beaucoup de gens, surtout dans le monde de la création de contenu, qui sont complètement prisonniers de ça. Ils sont prisonniers de la peur que leur discours braque une trop grosse partie de leur audience. Mais après, peut-être qu'ils sont gays, tu vois. Mais moi, en tant que libéral, il y a aucun problème. S'ils Bien aiment sûr. bien ça, chacun fait ce qu'il veut de sa vie sexuelle. Donc on embrasse évidemment le média Frontières. Et je dois quand même, juste mentionner quelque chose. Certes, je l'aurais bien tiré dessus. Après, il reste infiniment supérieur à l'intégralité, des médias francophones, hein. Qu'on soit bien clair, sur ce point. C'est que dans cette situation et dans ce contexte, je trouve que la réaction, en tout cas de ce qu'on a vu est un peu tristounette. Et cependant, de manière générale, ils sont quand même bien plus based que, l'intégralité des médias français qui sont là à te répéter la même chose. Et en plus, je crois que Frontières n'est pas subventionné, ou s'ils le Non, sont, c'est moins que les autres. non, ils ont des mécènes. C'est un système de mécénat, et c'est un système où ils vendent du contenu exclusif. Ce qui se tient, hein. La vente de Mmh. contenu exclusif à la communauté, ça se tient. Mais si effectivement il y a une part importante de tes revenus qui viennent de la subvention via la pub de grandes enseignes, là il y a une grosse fragilité, et c'est une fragilité qu'il faut corriger. Et effectivement, le ton est un peu ouin-ouin, mais je pense que comme d'habitude dans cette matière, leur objectif c'est justement de capitaliser là-dessus pour demander un engagement plus important de leur communauté, et donc essayer de créer un écosystème qui est plus solide dans ces circonstances. Mais je trouvais ça Ouais. intéressant de mettre le contraste entre vous, on vous traîne dans la boue et en fait vous vous en tapez complètement, et eux, ça déclenche une énorme crise, des emplois sont menacés, etc. Donc réduisez votre surface d'attaque, les mecs. Ouais. Il y a même Je t'en prie. un autre phénomène, c'est que pour nous, c'est même mieux que ça, c'est qu'aujourd'hui, une fois que tu pleinement tes positions et que ça fait partie de ton identité, en fait, ça va juste les renforcer, ce type d'article. Et donc, si en fait, nous, on obtient par exemple, une partie de notre business parce que on a des
des accointances idéologiques avec certaines personnes par rapport au libéralisme et d'autres choses, et bah, recevoir un article comme ça, bah, les gens vont se dire: «Punaise, mais en fait, c'est vraiment des bons gars, j'ai envie de faire du business avec eux». Presque un premium, à venir, travailler avec nous parce qu'on se dit: «Bon, moi, ça va pas aller dans la poche de gens que je ne supporte pas, avec qui je vais pas réussir à travailler parce qu'on n'est pas alignés». Parce qu'au final, ce type d'idée, dont on avait parlé dans la précédente vidéo, du socialisme, ce genre de choses, en fait, on a l'impression que oui, c'est juste, ça prend forme que quand tu es à la machine à café et que, voilà, tu parles de la dernière news d'actualité. Mais au final, c'est des raisonnements qui impactent toute ta vie, tout le temps, sur chacune de décisions, sur tout ce que tu fais et en fait, travailler avec des gens qui ont ce logiciel de pensée, c'est dur aussi, hein. Mmh. Ça pose problème, en fait, à la fin et justement, ça se matérialise par l'expression, «Go woke, go broke». C'est qu'en fait, quand tu commences à penser plus par la vertu que par, juste, bah, ce que veut le marché et bah, à la fin, en fait, tu te plantes Ouais, et voilà, qu'est-ce qu'on propose nous, avec nos services de dev, par exemple? C'est c'est mmh c'est de faire des choses qui fonctionnent. top. On passe au point culture, les amis? Ou est-ce Allez, que vous avez des news, vous? et c'était chargé, déjà avec cet Ouais? article, donc non, pas spécialement. OK, ça Heu, marche. Donc on peut passer à la lecture de la loi de, Bastia. Une manière dont on pourrait organiser ça, c'est peut-être, qu'on partage chacun les grandes idées qu'on trouve, importantes dans ce livre et Ouais. qu'on discute au fur et à mesure de ces différents points. Donc Mmh. moi, si je si je commence, en fait, son idée, c'est que la loi, dès lors qu'elle devient quelque chose de plus que l'utilisation de la force pour protéger les droits naturels des individus, ça devient un outil qui est à la fois inefficace au plan économique et un outil qui finalement détruit toute liberté humaine. Donc si tu utilises la loi pour défendre en fait la propriété privée et l'intégrité des personnes, c'est bien. Dès lors que tu essaies de faire une toute petite chose en plus, tu commences à créer non seulement de l'injustice et de l'inefficacité économique. Ouais, et ce que je trouve assez important, c'est que tu parlais de droit naturel et vraiment Bastia, là-dessus, est assez précurseur. Parce qu'aujourd'hui, les libertariens, contemporains, que ce soit, bah, qui Rothbard avant, mais Hans Hermann Hoppe actuellement, qui est vraiment le pape du libertarianisme, actuel, ça a pas bougé d'un cheveu, hein. Ces concepts sont toujours là, sont toujours d'actualité, et si Bastia était parmi nous, il ferait un AVC toutes les 5 secondes tant, ce concept est absent du reste, du paysage politique. Donc là-dessus, moi, je le trouve, précurseur, mais c'est absolument incroyable. ouais, j'aime beaucoup dans ce livre, à quel point tu as l'impression que ça aurait pu être écrit, genre, vraiment la veille, genre hier. Mmh. Surtout, tu redécouvres aussi des citations de penseurs de l'époque. Par exemple, même il va reparler de Robespierre et de pas mal d'autres, économistes, à l'heure actuelle pendant le gouvernement pendant lequel il est et je te dis: «Mais en fait, ils ont exactement les mêmes, rhétoriques, les mêmes façons d'amener les arguments, tout est pareil» et heu et en fait, on a vraiment perdu. Mmh. Ça fait, c'est à quelle époque? C'était en 1800, c'est dans les années 1848 là qu'il avait été publié. Ouais. Il l'avait écrit avant parce que je crois que c'est post-mortem qu'il a été publié. En fait, voilà, ça fait quasiment 200 ans que la gauche gagne et qu'elle progresse et que ça s'arrête jamais et qu'en plus ce type de penseur est mis complètement aux oubliettes. Jamais tu liras Bastia à l'école et ce que ça donne quand tu mets Bastia à la poubelle pendant autant d'années, c'est que justement, comme on en parlait avant, qu'on démarre la vidéo, c'est qu'on passe de 12-13 d'imposition à aujourd'hui, des 40-50 et j'en passe si Mmh. tu mets tout ce qui est, taxe sur l'héritage où tu atteins des niveaux qui sont juste, tu peux pas l'imaginer. Mmh. Ouais. Et donc en fait, sa démarche, c'est de partir de ça. C'est une définition très simple de la loi. La loi, c'est quelque chose qui doit simplement défendre ce qu'il appelle la liberté, la personnalité et la propriété. Et à partir de ce logiciel, on peut en fait analyser, bah, la plupart des systèmes,
politique contemporain et voir que ça va toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup au-delà de ça. Et on peut interpréter toutes les dérives de ces États à partir du fait qu'ils ont voulu faire quelque chose de plus avec la loi que de protéger la liberté, la personnalité et la propriété. Vous Ouais. interprétez comment le... Non, non, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, parce que le concept de droit naturel, il n'est pas forcément transparent pour tout le monde. La loi devrait protéger le droit naturel. C'est quoi cette notion de droit naturel? Parce que j'ai l'impression que lui, Mmh. il définit que c'est Dieu qui nous les a donnés. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être un peu moins transparent aujourd'hui. Je sais pas si tu voulais y aller. Non, non, je sais pas non plus. Bah, moi, si je devais l'expliquer, c'est que pour lui, bah, il part du postulat au final qui était plus répandu à l'époque et encore parce que vraiment la Révolution française, je pense qu'il y avait mis déjà un gros coup, dans la religion de l'époque, dans le christianisme. Mais c'est que voilà, on a eu, il y a eu un miracle, c'est que l'humain, a la vie et en plus a, un libre arbitre qu'on a quand même du mal à remettre en question. On est tous en capacité de prendre nos décisions et en plus, il y a quelque chose, c'est que quand on arrive sur terre, en particulier en plus pour les humains, déjà il y a une phase où on n'est pas en capacité de de s'entretenir, de rester en vie. Genre par exemple, si on n'a pas nos parents, on peut pas rester en vie. Et pire que ça, c'est qu'en fait toute sa vie, on va devoir, mettre en action on va devoir se mettre en action, on va devoir faire des choses pour réussir à se conserver. Et pour ça, donc il va falloir travailler, il va falloir, bah, trouver de la nourriture, faire des choses pour se conserver. Et l'idée, c'est qu'on doit, on a tous le droit, en fait, à rester en vie, d'une certaine manière. La vie, c'est ça, c'est de pouvoir travailler pour manger, pour garder des choses pour les moments où ça va être un peu plus difficile. Et en fait, à partir d'un constat assez simple, bah, on peut ériger des droits naturels de si, tu as juste, une toute petite base de morale et d'éthique, genre chacun devrait avoir le droit de se maintenir en vie. Mmh. Et après, bah, en fait, ça passe par, bah, laisser les gens pouvoir travailler, pouvoir, bah, voilà, obtenir de la nourriture, se maintenir, avoir un toit, ce genre de choses. Ça veut pas dire qu'ils ont le droit d'exiger d'avoir un toit, mais ils ont le droit de se le construire et de le garder pour eux si c'est eux qui ont usé de leur force de travail pour l'obtenir. Et en gros, Mmh. bah, le droit naturel, c'est comme ça que je le Ouais. conçois. Et il y a une citation, du livre que alors je crois que c'est une citation exacte, que j'avais notée, que je trouve intéressante et c'est pour ça, en fait, que lui, il va utiliser le terme enfin et qu'on utilise toujours le terme de droit naturel, donc qui aurait émergé spontanément. Il dit: «Ce n'est pas parce que les hommes ont édicté des lois que la personnalité, la liberté et la propriété existent. Au contraire, c'est parce que la personnalité, la liberté et la propriété préexistent que les hommes font des lois». Et c'est-à-dire qu'en fait, on n'a Mmh. pas eu besoin de le formaliser sous forme de loi pour que ça existe. C'est qu'en fait, ça a existé et ensuite on l'a formalisé via des lois. Et ça rejoint un point ensuite que je voulais vous partager. Mais lui, quand il parle vraiment de personnalité, liberté, propriété, c'est vraiment présenté sous forme de piliers. Et en fait, personnalité, c'est ce qui se rapporte à soi, hein, c'est l'individu avec son corps et ses facultés. La liberté, bah, c'est de les utiliser pour agir et travailler, comme tu le disais. Et ensuite, la propriété, c'est le fruit de ce travail qui doit être maintenu pour soi, en gros. Donc, et c'est comme ça qu'on forme les trois piliers du droit naturel. C'est autour de ces choses-là. C'est toi, ton travail, le fruit de ton travail, et tout ça doit absolument être protégé, mais de façon absolue. Si on commence à empiéter là-dessus, c'est la France. Et donc, en Puis fait, ça faut veut dire que juste pour qu'on comprenne sa conception de la loi, c'est que en fait, la loi, c'est l'usage légitime de la force pour empêcher que quelqu'un te coupe un bras et t'empêche de travailler, et pour empêcher que quelqu'un aille voler tout ce que tu as accumulé. Et tout le reste, c'est de la connerie, et il faut surtout pas que la loi essaie d'intervenir au-delà de ça. C'est ça sa conception de la loi. Et juste pour revenir, sur le concept de religion là-dedans et c'est vrai que moi je fais pas mal de recherches aussi là-dessus en ce moment parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, au final, la question à la fin, c'est la religion et Mmh. c'est vrai que je trouve ça, au fur et à mesure dur en fait de le détacher aussi, bah, d'un système de pensée,
de premiers principes, par exemple, bah, la morale et l'éthique. Et c'est dur de l'enlever de la religion, en fait, parce que comment tu dis que c'est bien, en fait, ce qu'on décrit là? Que- qui définit, en fait, que le bon, ça serait justement de permettre à quelqu'un de se maintenir en vie et de vivre par ses propres besoins. C'est-à-dire, il y a quand même, en fait, un moment donné où on peut se mettre en... euh, genre, qui a un débat, en fait, sur la question. Genre, il y a un moment, on part d'une première prémisse et en fait, elle vient d'où? Qui définit le bon et le mauvais? Et on a quand même l'impression sur, toute la terre que si on n'a pas un lavage de cerveau après, par, des socialistes, qu'à la base, il y a ce principe, de voilà, si tu as un objet que tu commences à appliquer un peu de travail dessus, par exemple n'importe quel enfant, il commence, je sais pas, à prendre un bout de bâton, à enlever des couches, à faire des petits dessins dessus. En fait, d'un coup, ça lui appartient. Il a mis le travail, il a fait l'effort. Et si tu as un autre qui arrive, je sais pas, un professeur qui le prend, qui dit non, tu vas le donner à ton petit collègue là, genre il y a quelque chose d'injuste que tout le monde ressent sur Terre et qui est difficilement explicable en fait. Et c'est là que tu peux dire, bah, il y a peut-être des principes qui nous dépassent. Et c'est pour ça que je trouve que tu peux souvent le relier quand même avec la religion. En fait, oui, si tu as besoin de le décrire d'un point de vue moral, tu vas Ouais, effectivement, la question c'est, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Mais si tu t'inscris dans une logique simplement, évolutionniste, tu comprends pourquoi on est équipé de ça. C'est ouais, il y a aussi. Tu es effectivement, équipé avec un sentiment d'injustice et tu le vois même chez les singes, hein. Si, pour une même tâche, un singe, tu lui donnes une rondelle de concombre et à l'autre singe, tu lui donnes des raisins, le singe qui a reçu le concombre, il va te le balancer à la gueule parce qu'il considère que les raisins, c'est meilleur. C'est vraiment des expériences qui existent et ça se Mm. tient parce que si tu avais pas ce principe de justice inscrit en nous, ça décourage l'effort. Si tous les efforts qu'on fait se heurtaient à quelque chose d'arbitraire, t'as pas d'évolution. Donc tu peux dériver les choses de l'évolution, mais après effectivement, si tu veux poser un point de vue moral dessus en disant mais finalement l'évolution c'est bien, est-ce que la désévolution c'est mieux, etc. Là t'aurais du mal. Mmh. Tu dois forcément faire intervenir des choses, peut-être des trucs comme le bonheur, tu sais, ou le fait que si on t'empêche de te libérer, t'as une réaction qui fait que ça te crée du malheur, hein. Et essaie de prendre un chat de rue dans les mains, quoi. Il va te griffer, il va se barrer. T'as un truc où on n'aime pas qu'on nous contraigne la liberté. Donc t'as quelque chose comme un moteur qui fait on aspire à la liberté, on aspire à conserver ce qu'on a. Et je pense on peut soit dire c'est parce que Dieu nous a fait comme ça, mais on peut aussi dire c'est parce que c'est ça qui nous permet de maximiser notre bonheur. Ouais, Ça me c'est fait penser, ça me fait penser au concept de Laurent Berton et l'Homo domesticus. Et Mmh. justement avec l'exemple de ton chat, c'est vrai qu'on peut se dire, bah, voilà, il y a des chats que tu ne peux pas, prendre dans tes bras, que tu chopes comme ça, qui sont à la nature. Par exemple, voilà un sphinx, un lion, on va dire, c'est des Mais des tu peux chats leur qui sont couper les couilles. respectueux. Tu peux leur couper les couilles et puis surtout tu peux faire, bah, voilà une sorte, d'eugénisme ou de comment on appelle ça? tu peux le subventionner. Tu peux le subventionner et le mettre au RSA. Oui, C'est-à-dire tu lui achètes des croquettes, tu lui en donnes un peu tous les jours, tu C'est lui ça. désapprends à chasser et d'un coup tu pourras le prendre dans tes bras et le mettre dans un panier. Et puis au fur et à mesure, tu fais de la sélection, génétique, naturelle, par reprendre ceux qui se laissent domestiquer le plus et à la fin, bah, tu arrives à la population française et tu as plus que des gens qui acceptent ouais. la subvention et les aides. Mais donc ça c'est important en fait justement pour distinguer, quelque chose qui serait le naturel de quelque chose qui est reconstruit par un État qui essaie d'intervenir. Et tu pourrais avoir Mmh. quelqu'un qui te dirait: «Bah non, pour moi le bonheur, c'est, de rester à la maison en touchant le RSA et en jouant à la PlayStation». Quelqu'un pourrait te dire ça, mais le concept de droit naturel, ça te permet de te dire: «Oui, mais c'est parce que c'est une déviance en fait mon pote, tu dégénéré par rapport à ton programme de base». Mais tu as aussi un sophisme qui est le sophisme de: «C'est parce que c'est naturel que c'est bien». Donc c'est pour ça que Mmh. c'est bancal en fait de ne jamais relier avec une conception du bonheur. Et de toute façon, on a besoin de la conception de bonheur pour mener un combat politique. On a besoin à un moment de leur expliquer que notre version des choses est plus désirable que ce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Mais je comprends qu'il y a un moment, tu te dises, ok, Dieu, pourquoi pas. Mais je sais pas si c'est à Dieu, s'il faut invoquer Dieu pour déterminer si c'est bien ou mal. Je pense qu'on peut le dériver quand même
d'une conception du bonheur humaine. C'est tout un débat. Moi, si vous voulez, il y avait un point, que Ouais. je trouvais assez important qui s'inscrit là dans la continuité de ce qu'on disait. Enfin, en fait, c'est un peu ce que je disais avant, mais je trouvais que ça peut de le ramener aussi dans le contexte actuel. C'est le fait que du coup la propriété, c'est un droit antérieur à la loi. On a eu la propriété privée, avant d'écrire des lois et qu'en fait la loi, elle découvre le droit. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient pour contester et protéger un droit préexistant. C'est-à-dire qu'en fait, ce droit à la propriété privée, il a émergé, comme on l'a dit, et ensuite la loi est venue l'entériner et dire OK, on l'inscrit dans le marbre sur un bout de papier sur lequel on s'accorde tous et on le crée pas arbitrairement. Contrairement à Rousseau qui dit que par exemple c'est une convention sociale, ce qui n'est pas du tout le cas. Et du coup, il y a un angle assez intéressant, c'est avec les débats actuels par exemple où on va parler des nouveaux droits, c'est-à-dire le droit au logement, le droit au travail, le droit à ce que tu veux. Hein. De toute façon aujourd'hui, tu as l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui existe, on va créer un droit. Mais en fait, pour moi, il y a une question centrale à se poser sur ces droits, c'est si ce droit nécessite de voler la propriété d'autrui, alors ça peut pas être un droit. Parce qu'en fait, on vient casser un principe premier qui est le droit, les droits qu'on a énoncés, pour venir rajouter un droit qui n'a pas préexisté. Le droit au logement, le Mmh. droit au travail n'a jamais préexisté. Il y a des gens dans un hémicycle qui s'appelle LFI qui se sont dit tiens, c'est un droit qu'on va créer, mais il n'a jamais été observé empiriquement dans une forme de population. Donc c'est pour ça que c'est du bullshit Mmh. et que Bastiat l'explique très bien dans son livre. Ouais, que ça crée de toute manière un système qui est incohérent et qui est contradictoire. Parce que si d'un coup tu dis: «Bah, voilà, on a le droit à la propriété» et qu'après tu dis: «Non, mais moi j'ai le droit au logement», bah, comment tu fais marcher les 2? Il faut qu'à un moment donné, tu aies volé à l'un pour redonner à l'autre et donc tu as marché sur le premier droit qui était le droit de propriété et tes droits naturels. Il le dit bien dans son livre quand il explique qu'il y a que 3 configurations. Il y a une configuration où le petit nombre spolie le grand nombre, une configuration où tout le monde spolie tout le monde et une configuration où personne ne spolie personne. Et c'est intéressant parce que quand on regarde l'ensemble des combats politiques, l'ensemble des combats politiques, on peut les résumer en j'ai envie d'avoir le pouvoir pour voler les autres. C'est simplement ça le combat politique. C'est un combat pour savoir qui va avoir à partir de maintenant le droit de voler les autres. Et tout ça parce qu'on est allé au-delà de cette configuration où on met comme principe de base, non, non, personne ne vole personne. Si tu réussis, tu gardes. Si tu rates, désolé, pas de bol, mais on va pas commencer à inscrire dans la politique et dans le droit que si tu rates, on va te donner, parce que là, tu commences à rentrer dans un système où l'État est allé au-delà de son pouvoir original. L'État a commencé à voler aux uns pour donner aux autres. Et à partir de là, le combat politique, ça devient exclusivement qui va avoir le pouvoir de pouvoir voler les autres pour pouvoir mieux donner à son petit cheptel. Mais tout ça en fait, ça a été lentement mais sûrement tronqué par le concept de la valeur travail et en fait ils ont détourné la notion de vol pour ensuite expliquer que les riches capitalistes qui détiennent les moyens de production exploitent et volent la valeur travail des ouvriers et que du coup il faut redistribuer ce vol et en fait la notion de vol n'est plus du tout liée à la propriété privée comme tu le décris dans l'imaginaire des gens, mais c'est en fait les gens qui possèdent qui volent ceux qui ne possèdent pas et là après c'est endgame, c'est qu'en fait tout tourne là-dessus et on en a oublié tout ce qu'on est en train de décrire et c'est pour ça que tout le monde raisonne comme ça. Aucun parti politique de France ne va être capable, je pense, de s'inscrire en opposition à la théorie de la valeur travail de Marx, qui est une aberration sans nom. Hein. On l'a déjà débunké des dizaines de fois et tout le monde peut faire l'expérience. Mais en fait, c'est de là que vient le problème pour moi. Mmh. Il y avait un passage que je trouvais aussi assez, c'est vers la moitié du livre où il commence vraiment à essayer de se mettre dans la tête ce qu'il appelle à l'époque les publicistes. Donc c'est Mmh. les personnes du gouvernement qui font les lois et qui font notre vie. Et il y a une phrase, c'est que en gros les socialistes confondent le gouvernement et la société et que en fait ils se placent au-dessus, un peu comme un c'est dur à exprimer, mais qui serait la société, en fait. C'est eux qui en sont à l'origine et qui ont permis, à cette société d'émerger, que du coup, en fait, il y avait pas de loi avant eux et qu'ils ont permis à la société d'exister via des lois qu'ils ont imposées et donc ils ont permis à l'homme sauvage de devenir un homme éduqué
Et il a cette phrase, c'est que en fait, tu ne peux plus critiquer quoi que ce soit de leur gouvernement parce que par extension, c'est la société. Et donc, si tu dis, bah, je suis justement contre la religion d'État, ça veut dire pour eux bah, que tu es contre la religion. Si tu es contre la fraternité de la République, ça veut dire que tu es contre bah, l'aide entre les personnes. Si tu es contre en fait toutes les valeurs de la République qui sont toutes assez bonnes en fait, elles semblent vertueuses, et ben ça veut dire que tu penses ils vont te critiquer en disant que bah, tu serais contre ça de manière absolue. En fait, tu es juste contre le fait que ça soit appliqué via le vol systémique de l'État. C'est Mmh. trop fort en fait. Et donc c'est comme ça un peu bah, que va faire Anastasia Djadji là, en nous critiquant de méchants fascistes, masculinistes ou j'en sais rien, juste parce qu'en fait on veut plus que toutes les vertus qu'elle proclame soient appliquées de cette manière. Mmh. C'est vrai que c'est très actuel. Donc on a Frédéric Bastiat qui, définit sa notion de loi. La loi, c'est ce qui doit défendre la propriété, la personnalité et la liberté. Dès qu'on va au-delà de ça, on crée un système, de spoliation. L'ensemble du combat politique devient un combat pour être celui qui aura les leviers entre les mains pour pouvoir voler les autres. Et il y a tout un passage que j'ai trouvé très intéressant, à quel point on a dépensé de l'énergie intellectuelle pour justifier ça. Et ça m'a replongé dans mes études parce que enfin, vous avez peut-être eu une étude classique, mais j'ai fait une partie de mes études qui étaient des études de lettres. Et donc, j'ai lu Montesquieu, j'ai lu Rousseau, j'ai lu toutes ces choses. Et donc, il y a toujours un moment où ils vont se mettre à la place, un petit peu comme quand tu joues à Age of Empire. T'es en haut du truc, tu organises les troupes pour créer le monde idéal. Et en fait, on te les présente comme des grands penseurs qui ont réfléchi à l'homme et à la société. Mais pour moi, la clé de ça et la différence entre des gens comme ça et quelqu'un comme Bastiat, c'est la notion d'humilité. Ces gens n'ont absolument aucune humilité. Et donc il y a un passage que j'ai bien aimé parce que en fait on peut relire toute leur œuvre comme ça. Hein. Ils sont en train de te créer des concepts du type alors dans la société idéale il faut que les riches soient quand même un petit peu dans le mal parce que sinon ils deviennent oisifs donc il faut leur prendre un petit peu et puis il faut que les pauvres ils aient quand même de quoi subsister donc c'est logique en fait de prendre aux riches pour que le pauvre puisse développer la volonté d'entreprendre parce que quand on est trop malade et je sais pas quoi et il les appelle à l'humilité, j'aime bien ce passage. Il leur dit, mais ô sublimes écrivains, venez donc vous souvenir quelquefois que cette argile, ce sable, ce fumier dont vous disposez si arbitrairement, ce sont des hommes, vos égaux, des êtres intelligents et libres comme vous, qui ont reçu de Dieu comme vous la faculté de voir, de prévenir, de penser et de juger pour eux-mêmes. Et en fait, à chaque fois quand je vois des trucs comme ça, je pense à Gabriel Attal. Pour moi, c'est l'incarnation de ça. C'est-à-dire que t'as jamais bossé de ta vie. Limite, t'as même pas été capable de passer tes diplômes. Tu deviens Premier ministre de la France. T'es Premier ministre pendant 6 mois. Tu fais un discours absolument grandiloquent lors du passage de pouvoir de toi vers Michel Barnier qui a ensuite duré 6 mois. Et le gars qui a jamais été foutu de faire quoi que ce soit dans sa vie, eh ben, il va te dire je vais organiser l'éducation, je vais organiser l'économie, je vais organiser les transports. Mais non les gars, organiser rien du tout. On est assez grand pour pouvoir organiser les choses tout seul. Et donc le problème et la différence entre des libéraux et l'ensemble des autres penseurs, c'est qu'on est beaucoup plus humble. On n'est pas plus intelligent que le marché. On n'est pas plus intelligent que l'ajustement de tous ces besoins, de toutes ces offres, de toute cette demande. Donc redescendez un petit peu. Arrêtez de faire des théories sur l'homme et la société parce que à la fin ils se mettent toujours au-dessus de nous. C'est ah tiens bah comme par hasard c'est moi qui vais bouger les pions. Non non laisse-nous. Ouais. Ouais, c'est hyper pertinent et je pense que si Bastia et Hayek, s'étaient rencontrés, il y aurait eu une, une vraie symbiose entre les 2. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on disait que Bastia n'était pas connu du tout. En France, hein, c'est une star aux États-Unis. Heu, c'est ça d'ailleurs qui est quand même très drôle, c'est que tous les penseurs américains, libéraux, connaissent Bastia sur le bout des doigts. Ce qui en France, bon en France, il y a
quasiment plus de penseur libéral, donc c'est de facto, pour ça aussi qu'on le connaît moins. Mais jamais dans une librairie en France, tu trouveras Bastia. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Victor, justement, ce passage, il introduit aussi tu sais, voilà, ils essayent de justifier en fait tous leurs actes par de la branlette intellectuelle à foison en réécrivant en fait l'ensemble de l'histoire. Et en fait, ils repassent l'ensemble des sociétés antiques via le Et prisme de l'étatisme, et ils vont en fait justifier tous leurs actes en disant voilà, en fait, à chaque fois, comme tu le dis, et comme Bastien le dit, on partait de cette matière inerte, cette argile qu'il faut façonner, et que en fait, à chaque fois, on arrivait à de grandes sociétés seulement parce qu'à un moment donné, il y a eu quasiment un dictateur éclairé un grand qui a eu prince. c'est ça, qui a eu cette merveilleuse idée de mettre la bonne loi au bon endroit, de la bonne manière pour distribuer de la bonne façon, et que si on veut créer une société aussi belle que la leur, il va falloir qu'on ait un plus beau dictateur encore que le leur. Et après, il switch en plus sur Robespierre et sur certaines de ses citations qui sont juste traumatisantes. Et en fait, moi, j'avais jamais eu cette lecture de l'histoire avant de découvrir ces textes, mais c'est terrible en fait. La citation est peut-être un peu longue et un peu pompeuse. Non, vas-y, c'est Je vais bien, quand on est même un essayer. podcast culture. Let's go. Donc, il nous dit, Frédéric Bastiat, en reprenant justement Robespierre, le principe du gouvernement républicain, c'est la vertu, et son moyen, pendant qu'il s'établit, la terreur. Nous voulons substituer, dans notre pays, la morale à l'égoïsme, la probité à l'honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l'empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l'insolence, la grandeur d'âme à la vanité, l'amour de la gloire à l'amour de l'argent, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l'intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l'éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur de l'homme à la petitesse des grands, au peuple magnanime, puissant, heureux, à un peuple aimable, frivole, misérable. C'est-à-dire toutes les vertus et tous les miracles de la République, à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. Mais tu sais que si juste tu remplaces Robespierre par le peintre autrichien et République par Troisième Reich, c'est pareil. C'est exactement la même Mais ouais, chose. il faut façonner un homme nouveau, voilà. Mais t'as toujours Ouais. aussi, je trouve, chez les socialistes, une notion selon laquelle l'homme est fondamentalement mauvais, hein. L'homme, il Mm. est mauvais, il faut le rééduquer, il faut le façonner. Mais t'as aussi ça chez les droitards, hein. Chez les Ouais. droitardais, l'homme, il a pas assez d'honneur, il est pas assez loyal, il respecte pas assez l'autorité. Donc, toutes les fois que tu commences à avoir un discours assez général sur l'homme et ça débouche sur des mesures d'éducation pour pouvoir, ça va toujours très mal. Il faut, mais encore une fois, je trouve que c'est ça qui est puissant dans ce livre de Bastia, c'est que tu réalises que, mais arrêtez d'essayer de faire plus que protéger la propriété privée, vous protégez les biens, les personnes, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de Mm. faire plus, parce que toutes les fois que vous faites plus, vous manquez d'humilité. C'est ça qui transpire de Robespierre, c'est que le mec manque complètement d'humilité. C'est toi, Robespierre, qui va faire ça. Espèce de petit gnome mal fichu, c'est toi qui va redresser tous les vices de l'homme, mais ça va pas. Le gars, Ouais, il a coupé des têtes à tour de bras. Enfin, ça va pas, les gars. C'est redescend, ouais. mec. Et les gens ne redescendent pas. Puis moi, je sais pas vous, mais quand j'avais mes cours d'histoire sur la Révolution française de cette époque, j'avais pas compris que c'était planifié en fait. Moi, je pensais que c'était un détour un peu de l'histoire, et que bah, en fait, le peuple était tellement énervé et que ça s'était tellement mal passé avant que bah, par malheur, on s'était retrouvé à décapiter tout le monde et à partir dans un bain de sang. En fait, ce qui nous explique, c'est pas du tout ça. C'est que en fait, Fallait depuis le début, purifier, mon gars. Bah il oui. y avait un moment où, en fait, la terreur était, un peu comme dans un livre, religieux, tu vois? Il y avait une sorte de moment, d'an zéro où il y allait avoir la grande révolution, la comment on appelle ça? Le moment où il y a l'eau là qui nettoie tout, et qu'on allait recommencer de plus belle, tu vois? Mais C'est ouais. le, Et c'est puis sur la, l'Arche la de première Noé, on met révolution Robespierre et puis c'est- Mmh. ouais.
Non, Ouais, mais si vous voulez, vous il y a avez raison il y a d'insister sur le. Je t'en prie. Non, vas-y, parce que moi j'allais embrayer sur autre chose. Je t'en prie. Non, mais c'est important d'insister sur la manière dont le système d'éducation nous a présenté ça. Tu vois, Mmh. parce que effectivement, c'est une belle langue et tu te dis, ils sont intelligents, mais quand tu relis ça à l'aune de Bastia, tu réalises que les gars ne racontent que des conneries avec un énorme manque d'humilité. Mmh. Mais tous. Rousseau, c'est la caricature, quoi. Le gars, il t'écrit un traité de l'éducation des enfants et il a foutu ses enfants à l'assistance publique. Et on étudie ça. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ouais, faut être un peu plus humble. Et ça veut pas dire qu'il faut devenir un surhomme, quoi. Ouais, moi, je veux devenir vu que moi, je m'occupe super bien de mes enfants, que gère super bien mon business, je vais être un super président. Mais non, mec. Et Mmh. essaie pas de faire plus que essaie pas d'imposer ta volonté aux autres. C'est euh, c'est un très bon garde-fou contre la tyrannie, en fait, ce bouquin. Puis Marx qui parle de valeur travail, mais qui n'a jamais travaillé. C'est toujours la même Sympa, histoire. ouais. Ouais, moi, si vous voulez, il y a 2 points, que Ouais. j'ai retenus et que j'ai extraits. Le 1er, c'est très simple, c'est que, selon lui, l'État ne peut pas faire ce qu'un individu n'a pas le droit de faire, tout simplement parce que l'État, c'est une association d'individus et qu'en fait, à partir du moment où on octroie un pouvoir moral supérieur à l'État, forcément, ça devient du vol. C'est pas parce que c'est l'État qui le fait que ce n'est pas du vol. Si moi, je vous prends quelque chose pour le redistribuer à quelqu'un, c'est du vol, si vous m'avez pas donné un consentement. Mais l'État qui est cette somme d'individus, il vous prend pour redistribuer à quelqu'un d'autre, ça reste du vol. Et donc il insiste sur le fait qu'il y a aucun privilège moral à accorder à l'État. Et deuxièmement, moi, il y a un truc que je trouve, une fois que tu le réalises, tu te dis: «Ah!» Et on comprend aussi la notion justement de droit positif, dont les libertariens parlent beaucoup, c'est que la loi ne peut être que négative. Et ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça change toute la perception de la loi et ça réduirait les lois françaises à moins de 1%, je pense. Parce qu'en fait, on Mhm. fait vite le tour. Mais qu'en fait, la loi doit empêcher l'injustice, mais pas organiser la société. Donc, par exemple, interdire le meurtre, le vol, etc., évidemment. Par contre, imposer un mode de vie, de redistribuer et de faire les choses donc de façon positive et dire: «Il faut faire cela comme ça», bah non. Parce que en fait, c'est pas le principe de la loi, elle devient forcément tyrannique. Si on organise le travail en disant: «Il faut, que les salariés travaillent, en moyenne 35 heures, pas en dessous de ça, pas au-dessus de ça. Il faut qu'ils ne gagnent pas en dessous de ça», bah, en fait, on se prend pour Dieu et on finit par imposer, bah, le fameux droit positif que, tout bon libertarien moderne rejette en bloc parce que, il n'organise pas la loi de façon négative pour empêcher des, phénomènes qui entravent les droits naturels. Donc je trouvais Ouais, ça intéressant. absolument. Je pense qu'il faudrait un jour qu'on s'intéresse à l'arnaque de l'État-providence et de ce vol qui a été organisé après la Seconde Guerre mondiale, là, des communistes qui ont récupéré la victoire pour en profiter pour imposer cette cochonnerie. Mais je trouve que c'est très intéressant, hein. C'est déjà la Première Guerre mondiale. Il y a un lien entre la croissance de ces droits positifs et la guerre. Et vraiment, franchement, c'est un super deal, quoi. On vous envoie mourir dans une boucherie et pour vous récompenser, on vous refourgue une saloperie de système communiste qui ne cesse de se dégrader. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant aussi. Je pense que c'est ça le concept de ce qu'on ne voit et ce qu'on ne voit pas. C'est que on te dit, tiens, regarde, ce que tu vois, c'est que maintenant, si tu as un problème dans la vie, hop, l'État te file une petite aide. Bah, ce que tu vois pas, c'est que c'est le résultat d'un vol. Et que si tu multiplies ça au carré, bah, tu subventionnes l'échec et tu entraves la réussite. Et puis alors juste pour les guerres, il y a un deuxième facteur aussi, c'est la monnaie, dont on parlera peut-être un jour. Ouais. Il y a une corrélation pure et parfaite entre l'abandon des talons or et l'imposition de monnaie fiat par les États et le nombre de morts dans les guerres. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de guerre totale avant qu'on invente la monnaie dette étatique, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et sans trop se mouiller, on peut assez facilement dire que si on était resté sous un étalon or strict, on serait beaucoup plus sur terre aujourd'hui et beaucoup plus prospère. Mm. Donc il y a aussi un gros sujet là-dessus. Il y a juste un truc, c'est qu'en plus, c'est ce qui est horrible, c'est que ce machin, une fois qu'il en marche, pour moi, il est vraiment ultra dur à arrêter.
C'est que Mmh. justement, comme on a parlé un peu avant sur, l'analyse et les penseurs, les intellectuels en fait qui vont justement tout intellectualiser et tout essayer d'expliquer, c'est que plus ils font ça, plus déjà ça s'inscrit dans le marbre et dans le temps. Par exemple, voilà, les penseurs de l'époque qui ont commencé à analyser l'histoire et à dire, bah, c'est, tout ce qui s'est passé de bien dans la société, c'est le fait d'un État qui était puissant et qui a su, comment gérer les ressources. En fait, au fur et à mesure, bah, voilà, ça devient des classiques. Voilà, Ouais. c'est Victor Hugo, non ou Rousseau, qui a écrit ça, en, 1750, je sais pas quoi. C'est maintenant dans les classiques de la littérature française et ça fait un peu acte de foi et en fait, au fur et à mesure, on se traballe un héritage, socialisant en permanence et heu et qui accorde davantage en permanence de pouvoir de financement à l'État et on va dire, ça va encore qu'en plus l'État n'a pas encore la planche à billets, mais quand tu arrives après, dans les années, 1900 et que ça commence aux États-Unis avec, la banque centrale, américaine, puis, européenne, genre en fait d'un coup c'est pouvoir illimité pour imprimer, des articles, des études toutes pourries les unes que les autres, qui justifient toujours plus en fait ce qu'on va faire et ce qu'on va te mettre à l'envers l'année prochaine. Et Ouais. c'est un truc qui s'arrête jamais et pour venir arrêter tout ça, mais ça va être dur, hein. Ça va être très dur. C'est parce que notre ennemi est fort qu'on sera des héros quand on lui aura bien niqué sa mère. Il y avait un autre Ouais. point que tu voulais, aborder? Moi? Oui? Ah non, Non, il je y vous avait avais pas cité un les 2 que je voulais aborder. d'accord. Après moi, si vous voulez, on pourra finir avec un tout petit jeu. C'est prendre quelques lois françaises et dire si elles sont Bastia validated ou pas. On peut faire Bon, ça, Dieu sait que c'est une bonne idée. Je pense que le mieux, c'est que les gens le lisent, mais on a restitué une bonne partie de l'intérêt de cet ouvrage et de l'utilité qu'il a maintenant. Et je trouve que ça résonne beaucoup parce qu'on pourrait interpréter les news qu'on a présentées au début de l'épisode à l'aune de cet ouvrage. Il a de la valeur. alors je vais vous citer juste deux trois. Bon, les premières, c'est assez facile, mais par exemple, on va avoir l'article 544 du code civil, qui dit: «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements». Donc ça, je vous laisse deviner si Bastia serait d'accord avec ça. En fait, le problème, c'est que ce qui est prohibé par les lois et les règlements, ça peut exploser sa mère au fur et à mesure de l'histoire. Donc, à la Ah, il a base, disparu. il va, il va revenir. À la base, oui, t'as le côté protection de la liberté individuelle, mais je pense qu'il faut mettre un principe de non-inflation de la loi, parce qu'il doit y avoir tellement de codes, parce que aujourd'hui, tu peux jouir de ta propriété privée tant que tu déclares si tu as changé les fenêtres, tant que tu t'assures bien que tu as une efficacité énergétique suffisante pour pouvoir le louer. Donc ça Ouais. va dans le bon sens, mais depuis ça a été complètement dévoyé. C'est ça, hein, et on va faire l'exercice, mais beaucoup de lois sont quand même soumises à des réserves. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver une loi et un article qui est parfait. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite Ouais. porte ouverte comme ça à la spoliation et effectivement, ça, sur ce point-là, c'est validé, à 80, mais il y a une porte ouverte qui est très, très dangereuse. Il y en a une autre un petit peu dans ce genre, c'est nul l'article 545 du code civil: «Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité». Pareil. Ça ouvre un sacré biais ça. Ça, tu sais, parce que en fait, imagine, t'as Sandrine Rousseau qui a envie de créer un champ de patates collectif justement là où t'avais ta maison. Ça peut être un besoin impérieux pour le bien collectif. Donc je pense que le Ouais, collectif, c'est de la merde. ouais. En fait, le problème, c'est que là, il y a utilité publique et alors ça, utilité publique, c'est, va le définir. C'est qu'en fait, cet article devrait s'arrêter à: «Nul ne peut être contraint de céder sa propriété». Point, et on s'arrête là. Mais en fait, c'est ça le Sauf point. C'est qu'on est passé d'un système où ça aurait dû être à l'État de justifier comment est-ce qu'il voulait restreindre ta liberté. Et là aujourd'hui, c'est un système où c'est toi qui dois prouver que tu as encore plus ou moins le droit d'être un minimum libre. Donc ça s'est complètement inversé. bah, c'est ça, et le problème, c'est que
Bah, en fait, on retrouve pas de loi, dans le droit français, j'ai l'impression, où on peut se dire: «Tiens, ça, on la récupère». C'est qu'en fait, il faut tout foutre à la poubelle et refaire une constitution et enfin, bon courage pour ça, quoi. Maintenant, on va partir sur des trucs un petit peu moins sympatoches. On a l'impôt sur le revenu, donc l'IR à barème progressif, qui est donc jusqu'à 45 sur les hauts revenus aujourd'hui. Bon, ça, je pense que vous n'en doutez pas que pour Bastia, c'est non. C'est le début de la fin. Mais oui, mais en fait, l'impôt progressif, le concept même d'impôt progressif, c'est le début de la fin. Parce que quand tu commences, à caper la réussite et que, plus tu réussis, plus on te sanctionne, c'est problématique. Une flat tax, c'est juste parce qu'effectivement tu payes, u une partie qui est en valeur absolue, plus importante quand tu as réussi. Pour moi, il faudrait un modèle avec un suffrage censitaire où tu as une flat tax la plus basse possible et ton pouvoir de vote correspond à ta contribution. Mais dès que tu commences à dire, plus tu gagnes, plus on te défonce, bah, c'est terrible. Surtout que c'est déjà le cas, hein, avec une flat tax. Ce qui c'est de ça que les gens oublient, c'est on se dit: «Oui, si tout le monde paye 10 tout le monde paye la même chose». Non, les riches payent Non, en plus. valeur absolue, tu payes plus. Mais Tu oui, payes plus, mais ça te c'est ça. permet d'avoir du patrimoine. C'est que ça te permet de Mmh, vraiment tu vois, c'est ça le point, c'est les 10 qui sont exceptionnels dans tous les domaines. Dans une équipe de sport, tu as 2 joueurs qui portent le truc et une nation, c'est pareil. Et si tu permets pas aux top players de surperformer et que tu es toujours en train de les caper, bah, ça fait que tu deviens de plus en plus pauvre. Et donc il mmh. faut qu'au bout d'un moment, si tu réussis, les impôts deviennent tellement marginaux que tu en as plus rien à battre et que tu deviens un homme libre, quoi. Ouais, c'est ça. On peut en faire un autre. Bon, c'est sans Ouais. grand suspense, mais le problème, c'est que les lois enfin les lois françaises sont tellement horribles que c'est presque une blague. On peut parler du revenu de solidarité active, le RSA, Mmh. qui pour ceux qui, n'en seraient pas bénéficiaires, et qui ne le connaissent pas, c'est une allocation qu'on finance par l'impôt et qui est redistribuée aux plus pauvres qui ne travaillent pas et qu'on appelle de la solidarité. Et ça pareil, bah, Bastia ne l'aurait jamais validé pour un concept très simple, c'est qu'on prend à A pour donner à B sans son consentement, donc ça s'appelle du vol, tout simplement. Et en plus, ça vient remplacer la solidarité volontaire, la vraie, c'est-à-dire la charité, les associations et tout ce que les gens normaux font. Et en fait, la fraternité forcée, c'est un oxymore, on peut pas faire ça, ça n'existe pas. Ouais. Et en plus de ça, il y a tous les effets de bord, qui vont s'en suivre. C'est-à-dire à partir du moment où on met ça en place, on crée des boucles de renforcement négatives, dans le sens où on se dit: «Bah tiens, en fait, j'ai moins d'incitation à aider mon prochain parce que l'État va le faire». Il y a toujours ce filet de sécurité et donc en plus, il y a un cercle complètement vicieux qui s'auto-entretient et on finit, comme d'habitude, France 2025. Ouais, mais c'est intéressant ce qu'il dit aussi, c'est dans son conflit avec, Lamartine, Mmh, à savoir, Lamartine qui dit, «Vous ne vous battez que pour une seule partie de mon programme. Moi, je me bats non seulement pour la liberté, mais aussi pour la solidarité». Il est très clair là-dessus, Bastia, c'est que dès que tu ajoutes quelque chose à la liberté, ça se fait aux dépens de la liberté. Donc, liberté plus exactement, ouais. égalité, c'est du vol, liberté plus fraternité, c'est du vol et au bout d'un moment, il faut, le dire que si tu poursuis quelque chose de plus que simplement protéger la liberté, bah, ça devient, très rapidement, tu te tapes des effets cumulés du communisme et ça c'est quelque chose qui peut pas fonctionner. Yes. Bon, j'en ai encore plein, mais en fait, plus je l'éparse, plus je me dis que de toute façon, c'est une évidence et qu'en plus, ils reprennent Ouais. déjà les concepts. Donc, je te laisse la main. Bah, on va se contenter de saluer le public. Victor vous salue aussi. L'autre Victor, il a passé un très bon moment avec vous, ne vous inquiétez pas et bah, je vous invite à évidemment aimer cette vidéo, la commenter, la partager parce qu'on essaie de faire une émission sur, YouTube qui est un peu rigoureuse et qui, parle d'économie. On vous fera signe quand on aura décidé le prochain livre qu'on va lire dans le cadre de cette émission pour que vous puissiez le lire avec nous et profiter de l'épisode. Et par ailleurs, vous allez pouvoir retrouver les épisodes à partir de maintenant sur Spotify. Et donc, si vous avez envie d'écouter en audio et de partager ça, bah, vous pourrez vivre l'expérience audio. Allez,
Ciao tout le monde, puis ciao Alex et ciao Victor.